Salut à tous, on se retrouve pour ce premier podcast sur l'INTJ, plus en particulier sur Lance Armstrong, ce qui permettra de mieux cerner l'INTJ qui est souvent mistypé sur internet. On le prend souvent pour plein d'autres types, tout simplement parce que la plupart des gens qui en parlent en général ne le sont pas, donc il y a des choses sur lesquelles ils passent à côté au niveau d'Annie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser son profil cognitif et moteur, MBTI plus l'action type. Vous allez voir que c'est très intéressant justement d'analyser le profil action type d'Armstrong, qui est le MBTI par le corps, parce qu'il permet de vraiment confirmer que c'est un INTJ. Donc voilà, petit récap pour commencer sur l'INTJ. Alors, un petit récap assez intéressant pour brosser globalement le type. L'INTJ dans le travail, on le trouve généralement dans l'informatique. Il peut être software développeur, juriste, ingénieur ou consultant en stratégie. On va dire que c'est le travail le plus fréquent, mais il peut après se retrouver dans n'importe quel type de travail particulier. C'est le deuxième type le plus rare des 16 types, juste derrière l'INFJ. Bon, après, il y a un débat. Des fois, on dit que c'est le NTJ qui est le deuxième le plus rare. Enfin bref, a priori, ce serait l'INTJ, l'INFJ, les deux plus rares. Donc après, sachant ça, dans la catégorie des NT, les types rationnels, c'est le type le plus rare des 4 types NT. Selon le type, le manuel officiel du MBTI, il est avec l'INFJ le type qui bénéficie du niveau d'études le plus élevé de manière générale. Il n'est pas rare de trouver des INFJ, INTJ qui ont tous Bac plus 4, Bac plus 5, alors que chez d'autres types, c'est moins fréquent. Donc voilà, toujours selon le manuel MBTI officiel, au niveau des fréquences de QI, il bénéficie par type du QI le plus élevé des 16 types, juste devant l'INTP. Et systématiquement, à tous les tests de QI du manuel, l'INTP et l'INTJ score 1 et 2. Donc c'est assez stable. Sa fonction la plus visible lorsqu'il parle est TE, mais sa vraie sensibilité c'est FI, et souvent seuls ses amis proches ont accès à son FI. La plupart des collègues de boulot voient TE, donc l'amalgame vient aussi de là au niveau de la sensibilité de l'INTJ. La plupart du temps, les personnes qu'ils croisent ne verront que son TE, d'où l'idée injustement fausse d'une personne dénuée de sensibilité. Alors ce qui est très curieux et unique avec les types NIDOM, donc INFJ, INTJ, c'est que selon les travaux de Dario Nardi, qui étudiait les neurosciences à la UCLA, chaque fois que ces types doivent réfléchir à un problème inhabituel ou envisager l'avenir, ils utilisent et ont accès à toutes les zones de leur cerveau en exploitant les régions du néocortex. C'est-à-dire que chaque région du cerveau chez l'INTJ offre une perspective différente et il arrive à activer toutes les zones simultanément afin de réaliser une réponse à chaque question qui se pose. Cela permet à l'INTJ de concilier diverses perspectives inhabituelles pour trouver généralement la réponse ou la meilleure stratégie adaptée au problème qui se pose. C'est un type qui se recharge plutôt en passant pas mal de temps seul, mais il est considéré comme le plus introverti de tous les types. À tort ou à raison, je ne sais pas si c'est vrai, mais en règle générale, l'INTJ quand il vieillit, à moins qu'il ait de l'autisme, il a tendance à être beaucoup plus sociable avec les gens et à plus rechercher le contact avec les autres et l'interaction. Donc le MBTI, il y a beaucoup d'erreurs là-dessus au niveau du type INTJ. Les gens confondent souvent l'introversion au sens courant avec l'introversion selon le MBTI. C'est ce qui cause beaucoup d'amalgame au niveau des typages. Il y a plusieurs exemples, notamment Steve Jobs. Beaucoup le pensent ENTJ parce qu'il était très à l'aise en public, donc fatalement il ne peut être qu'extraverti. Un introverti peut être extrêmement à l'aise en public, et pour autant être introverti, c'est deux choses totalement différentes, la sociabilité et l'introversion. Il y a des introvertis qui ont été de très bons orateurs, en témoigne Hitler, qui a quand même réussi à rallier tout le peuple allemand à sa cause quasiment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter d'utiliser dans le MBTI. L'introverti, c'est un peu ce que disait Myers-Briggs justement quand elle a rajouté Isabelle Briggs-Meyer, la typologie J et P qui n'existait pas à l'époque. Que justement un extraverti, par exemple un ENTJ, vous allez voir forcément sa facette dominante, vu qu'elle est extravertie, sa facette dominante. Un introverti, il faut toujours se méfier parce que finalement, ce que vous voyez de lui, souvent ce que les gens voient de l'INTJ par exemple, ça va être son TE, mais finalement c'est un TE qui part d'un NI, donc qui est très spécial par rapport à un ISTJ où ça va être très conventionnel, la manière dont il va parler, les mots vont être connus, les mots vont être concrets, factuels. L'INTJ va être peu factuel quand il va utiliser NI, il va être très mystique, tout en essayant d'être factuel avec TE, donc ça va donner quand même quelque chose d'assez différent, et on pourrait penser du coup que
La nature première d'un INTJ, c'est TE, alors que sa nature la plus ultime, c'est NI. Donc d'être un percepteur dominant, puisque c'est une fonction de perception, NI, et donc qui est là pour collecter des données, pas pour juger et prendre une décision. C'est seulement sa fonction auxiliaire, mais quand il passe à l'action, l'INTJ, vous ne voyez que son auxiliaire, majoritairement avec SE. D'où les amalgames, notamment sur Steve Jobs, pour prendre cet exemple, où on pensait ENTJ, alors que non, Steve Jobs, clairement, lorsqu'on étudie ses fonctions, il était le même type que Lance Armstrong, INTJ à n'en pas douter. D'ailleurs, je ne vois pas un INTJ terminer seul dans sa maison. Enfin, un ENTJ, si Steve Jobs était vraiment ENTJ, il n'aurait jamais changé de maison. Enfin, il aurait été dans le luxe un moment et dans la démesure au niveau de l'argent, comme beaucoup de ENTJ. Et si on regarde un peu sa vie personnelle, Steve Jobs avait un style de vie qui restait assez minimaliste. Voilà. Donc en fait, ça, faut faire attention là-dessus. Pour bien typer une personne, il faut toujours se fier à ses fonctions. Donc les 8 fonctions, les 4 principales qu'on a en tant qu'individu, et non pas les lettres, parce que c'est source d'amalgame et de confusion, notamment le test 16 personnalités qui, par son testing par lettres, a des réponses types en fonction des N, des types intuitifs ou des types S. Donc en fait, suivant ce que vous allez répondre, il va considérer que vous êtes forcément S quand vous répondez ça, et c'est plus compliqué que ça. Donc voilà. Pour résumer vite fait les lettres, le type introverti, ça on en a parlé, c'est assez simple, hein. L'introverti, c'est pas forcément celui qui est pas sociable, c'est plutôt celui qui est un penseur avant tout, avant de passer à l'action. Les introvertis sont avant tout des penseurs, ils ont la connexion cérébrale la plus forte entre le cerveau, le néocortex est le plus connecté de tous les types, c'est chez les introvertis qu'on trouve. Il y a une tension permanente entre le cerveau et le corps, qui chez les extravertis n'est pas permanente, d'où la stimulation externe. Et c'est aussi pour ça que les introvertis doivent souvent couper les stimuli extérieurs, pour justement, parce qu'ils ont trop de stimuli internes. Ça explique aussi pourquoi, de manière générale, si vous regardez aussi, les introvertis ont tendance à concentrer l'essentiel des physiques qui sont plutôt minces. Là où il y avait une étude américaine qui disait que les 3/4 des obèses vraiment lourds étaient de type ES, qui est l'opposé du type I en termes de consommation énergétique. Donc voilà, les introvertis ont tendance à être plutôt fins, même s'il y en a qui ne le sont pas forcément. Vous prenez 20 introvertis, le physique va être assez fin. Voilà, c'est une autre différence. Au sujet des lettres, donc le N de l'INTJ, c'est le N pour intuitif, puisque le I étant déjà pris pour introverti, c'est passé sur... On a pris la deuxième lettre d'intuitif, le N. Alors, le N, c'est assez simple. De manière générale, le type intuitif, ça correspond à un type qui préfère parler des schémas, de vision générale du futur et non des détails. Ça n'empêche pas que l'INTJ aime parler des détails, parce qu'il est très axé détails, mais il ne se focalise pas uniquement sur du détail, sans garder une vision d'ensemble. Ce qui compte le plus pour lui, c'est la cohérence. Pour tous les types N, c'est ce qui compte le plus, c'est d'avoir une vision. Donc ça, c'est important. Au niveau du T, donc c'est ce qu'on appelle thinking en anglais, c'est le type pensée. Donc schématiquement, c'est prendre ses décisions avec le pour et le contre, en essayant d'être le plus impartial et le plus juste. Et puis la dernière lettre, le J, INTJ, jugement, judging en anglais, les types J généralement préfèrent planifier les choses pour être efficaces et ne pas se faire surprendre. Après, il y a des variables différentes selon les types, c'est-à-dire qu'un INTJ, quand il vieillit et qu'il utilise SE, il va moins devoir anticiper, ça va être assez naturel chez lui, et il pourra très facilement changer ses plans, ce qui sera normalement pas le cas d'un ISTJ. Donc normalement, le J aime prévoir, mais il y a des degrés de variabilité en fonction du type, que ce soit un INTJ, SFJ, voilà. Donc pour commencer sur Lance Armstrong, après ses propos introductifs sur l'INTJ qui permet de situer un peu le personnage si vous ne connaissez pas. Alors selon un socionique, les INTJ ont un visage ascétique assez caractéristique. Il y a 2 raisons qui expliquent cela. Tout d'abord, la structure du visage en elle-même, qui fait souvent penser à des anciens portraits en raison de son angularité, comme les pommettes et l'arc des sourcils. Deuxièmement, leur expression faciale est souvent perçue comme impassible et sévère. Leur visage est généralement pâle, sans effusion de sang, et les hommes ont souvent une coupe courte. Voilà. La socionique, c'est en fait le MBTI. On a essayé en fait c'est plutôt des pays de l'Est, et ils ont essayé en fait avec le MBTI de dresser des portraits communs qu'on pourrait repérer chez chaque type. Et donc ça fait partie de ça, mais c'est vrai que ça correspond assez au type INTJ en termes de visage. Quand on regarde les Armstrong, voilà, il y a des types, on va vous dire, quelqu'un qui est très joufflu et INTJ, ça paraît toujours bizarre parce que les INTJ ont tendance à être plutôt très fins, et d'autant plus que c'est un des types les plus énergivores en termes de système nerveux.
D'où leur extrême finesse au niveau du corps et du visage. C'est aussi ça qui l'explique. Donc voilà. Donc en fait, on va analyser le lens Armstrong au niveau des 4 fonctions. Là, après, une brève synthèse sur les NTJ qui vous permet de situer un peu le type, avec des infos un peu sur tout et n'importe quoi, de brosser en long et en large le type. On va vraiment se focaliser sur ce qui permet de repérer l'INTJ chez lui, à savoir NI, la première fonction. J'utiliserai les abréviations au niveau des fonctions parce que je trouve que pour ceux qui ne connaissent pas, parler d'intuition introvertie, de pensée extravertie, même moi quand je me suis mis au MBTI, c'est des choses qui veulent rien dire dans votre tête. Alors que prendre une abréviation, c'est plus facile à retenir. Donc on va parler d'NI. NI, c'est la fonction dominante de l'INTJ, difficile à repérer et pour autant très facile à repérer dans le discours tellement la personne va être différente. Difficile à repérer parce qu'avec l'INFJ, 4% de la population américaine est ni d'homme. Donc c'est un type que vous verrez rarement. Et on le voit très bien sur Internet, la plupart des types qui se typent INFJ ou NTJ n'ont aucun NI en général. C'est d'autres types qui se mistypent. Donc voilà. Donc en fait, NI, c'est une fonction qui est connue pour se concentrer sur la création de prédictions et la réflexion dans les images symboliques. Le point central de NI, c'est toujours la vision de l'avenir. Jung disait, il me semble que, en fait, l'utilisateur de NI va tout le temps chercher à faire des prédictions sur ce qui sera et comment vont se dérouler les choses. Donc c'est vraiment la caractéristique première de cette fonction, c'est très inconscient. C'est un pilote automatique que vous avez en vous et qui scanne constamment les données que vous repérez avec votre fonction inférieure qui est SE. C'est un aspect caractéristique chez beaucoup d'INTJ et c'est ce qui permet vraiment, quand on comprend NI, de le distinguer des autres types, notamment avec le combo NI-SE chez lui, qui est très caractéristique par rapport à d'autres types qui n'ont que NI et qui n'ont pas NI justement en rapport avec SE en inférieur. Le fait d'avoir NI en dominante et SE en inférieur permet de mesurer certaines choses chez l'INTJ, assez intéressantes d'ailleurs de ce point de vue-là, et permettent de mieux connaître le personnage. Sur Armstrong, c'était donc peu visible, étant donné que c'est un sportif de haut niveau. On allait moins voir son côté typiquement intellectuel d'Annie pour la prévision du futur. Par contre, on va voir à quel point il avait Annie dans sa manière de planifier ses objectifs et de vouloir quelque chose. Donc voilà, ne jamais oublier que la force première du Mastermind, qui est le surnom de l'INTJ dans le MBTI officiel, c'est justement le combo Annie plus TE, qui lui permet avec Annie TE d'anticiper l'avenir, de voir toutes les possibilités bien avant les autres, avec souvent une clairvoyance que les gens jugent surprenante, parce qu'ils ne comprennent pas d'où ça vient. En réalité, ce n'est pas que les INTJ peuvent deviner l'avenir, mais concrètement, leur fonction dominante fonctionnant toujours avec l'inférieur SE est constamment en train de collecter des données, donc prises par SE, et de faire des plans sur ce que sera le futur en tant qu'issue la plus favorable, la plus probable, pour être précis. La fonction inférieure de l'INTJ, d'ailleurs, on en reparlera avec SE, elle explique aussi pourquoi l'INTJ a un système nerveux extrêmement perméable, comme l'INFJ. Il y a un système nerveux qui est extrêmement tendu, c'est la collecte permanente des données liées à SE qui explique ça, qui implique une collecte des données qu'on envoie ensuite à NI, et donc les deux tournant ensemble, ça consomme pas mal d'énergie au niveau du métabolisme. Donc voilà, au niveau d'NI, pour en revenir à Armstrong, c'est assez simple, si on regarde l'aspect purement sportif. 5 ans avant le tour, Armstrong est donné mort par les médecins. Or, l'INTJ avec Annie vit son monde interne à travers symbolisme et métaphore. C'est vraiment un des traits caractéristiques du type. C'est cela qui explique d'ailleurs pourquoi Christopher Nolan, lui-même INTJ, le réalisateur, utilise Batman dans sa trilogie à la fois comme un symbole et une métaphore pour combattre le crime. Lens, du coup, se sert de son cancer pour apparaître comme un super-héros, un survivant. C'est vraiment un point assez notable sur le retour à la scène de sa part, et surtout un point exceptionnel, dans le sens où 5 ans plus tôt, il était considéré comme mort. 5 ans plus tard, il revient au Tour de France, il gagne le Tour de France, et après, il en gagnera 7 d'affilée. Donc en fait, il sert de son cancer pour apparaître comme un survivant, la personne qui a vaincu l'impossible. Il crée une fondation pour créer la sympathie, c'est aussi son FI, donc sa troisième fonction en tertiaire. Pourquoi ? Parce que souvent l'INTJ a tendance à utiliser son FI. En fait, il va utiliser TE pour en faire bénéficier son FI. Il va utiliser sa stratégie et son analyse de la situation pour aider ceux qui souffrent en général. Et donc répartir une meilleure équité autour de lui. Donc la fondation a aussi pour rôle de le faire apparaître pour quelqu'un de gentil, mais ce n'est pas qu'un but dans la tête de Lance Armstrong, c'est aussi son FI qui a besoin de se sentir utile. En ayant pu faire des choses avec son TE, il va vouloir remobiliser tout ce qu'il peut retirer pour son FI, et donc
aider ceux qui ont souffert comme lui, qui n'ont pas un TE assez fort pour essayer de voir les choses d'une manière différente. Bah, lui, il va essayer de leur insuffler ce que son TE lui a donné comme motivation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, la Fondation pour le retour, le cancer et l'histoire qu'il y avait 5 ans avant le Tour de France permet de justifier par là même son retour et ses performances. Quand on lui demande à l'époque ses performances, il dit « mais j'ai eu un cancer, j'ai été traité, je repars de nulle part, j'ai une motivation comme personne n'en a en face de moi ». Et c'est vrai que ça passe bien à l'époque. C'est quelque chose qui passe assez bien. C'est un sportif qui vend donc ses bracelets Livestrong de sa fondation pour financer le cancer. Il fait des films promotionnels sur ses entraînements avec ses sponsors pour entretenir le mythe. Il se façonne une image, un symbole, avant même sa réussite, et ça, c'est très caractéristique du type avec Annie. Plutôt, on va dire, chez l'INTJ, parce que l'INFJ avec FE n'est pas axé objectif et performance spécifiquement, il est plutôt axé harmonie. Mais du coup, se façonner une image, un symbole, avant même d'avoir lancé le plan, qui est déjà déroulé, c'est typiquement un INTJ qui fait ça. Pourquoi le Tour de France? Alors c'est assez simple. Parce que c'est la course la plus difficile au monde et la plus symbolique. Et celle qui donc est la plus regardée. L'INTJ, il cherche pas à faire, il n'a pas haineux, il cherche pas à faire des combos partout. Il cherche à prendre quelque chose d'assez dur et à atteindre ce qui normalement n'est pas atteignable. C'est souvent une des caractéristiques des INTJ dans leur vie. Ils ont tendance à, quand on leur dit c'est impossible, à dire ok, je vais le faire. Voilà, beaucoup de types ont cette position. Sauf que l'INTJ peut même le faire quand tout le monde lui donne tort avec toutes les statistiques qu'on a échantillonnées depuis 100 ans. Ça va le titiller et puis il va essayer de le faire. Donc il y a cet aspect-là, je pense, qui permettait dans la tête de Lance Armstrong de le réhabiliter. Ça s'explique aussi pour d'autres raisons. 7 tours consécutifs, c'était inédit. Personne ne l'avait fait. Le but, c'était vraiment de faire. On voit vraiment l'INTJ là dans sa manière de projeter. Le but était vraiment de faire ce que, justement, personne n'avait su faire avant. Et c'était le but, d'où cet objectif particulier. Les INTJ ont du mal à trouver leur place dans le monde en raison souvent d'un idéalisme et d'un perfectionnisme très fort. En fait, pour bien comprendre l'INTJ, il faut comprendre qu'ils ne veulent pas s'attaquer aux problèmes standards et classiques, mais seulement les plus gros et les plus percutants. Et ça pose vraiment un problème dans la vie de l'INTJ, parce qu'à chaque fois qu'il a des objectifs assez élevés, qu'il voit qu'il est stimulé intellectuellement, et qu'il arrive au bout de l'objectif, il doit toujours réévaluer le niveau. Il ne peut pas se contenter de faire très bien, et il voit tout le temps une amélioration et donc il est condamné à améliorer. Comme le NTP qui va avoir tendance à pouvoir tout le temps améliorer son produit, l'INTJ doit tout le temps améliorer la difficulté de ce qu'il peut entreprendre dans sa vie. C'est plutôt différent par rapport à l'ENTP. Donc voilà, ça c'est assez simple à comprendre. Et donc Armstrong, il illustre à merveille ce point. On voit bien qu'il n'a pas choisi n'importe quel objectif par hasard. On notera également le caractère jugé quasi obsessionnel pour tous les utilisateurs qui n'ont pas NI en fonction. Je m'explique, Lens a toujours expliqué que le Tour de France était son unique objectif de l'année et qu'à partir de là, il travaillait ses 12 mois de l'année pour optimiser sans cesse l'objectif. Reconnaissance du parcours l'hiver, mémorisation des points stratégiques, essai en soufflerie pour optimiser la pénétration dans l'air, non seulement sur son vélo de contre-la-montre, mais ça c'était inédit à l'époque sur aussi son vélo de route classique. Le gars est tellement barré en termes de perfectionnisme et de gain de temps qu'il va obliger son constructeur de vélo à l'époque Trek à même regarder la soufflerie au niveau du vélo. Alors que finalement, là où on cherche vraiment le temps, c'est au niveau des contre-la-montre. Mais le vélo de route peut vous faire gagner sur une étape de 200 bornes, vous pouvez gagner quelques secondes, voire peut-être plusieurs minutes en fonction d'un meilleur aéro, surtout quand vous roulez vite. Et on le sait, la moyenne du Tour de France est plutôt assez élevée, c'est aux alentours des 42 moyennes. Et là où vous aurez le plus gros gain au niveau de l'aéro, de votre casque, de votre position, des vêtements, des frottements, ça va être entre 40 et 60 km/h. Donc sur un tour et sur 3 semaines d'effort, oui, il y a une différence. Les constructeurs de vélos l'ont toujours regardé, ce point-là, mais Lens a vraiment obligé son constructeur à l'époque Trek à vraiment prendre la même initiative pour les vélos de contre-la-montre que pour les vélos de route et à se soucier de l'aéro et donc des gains. Donc ça, typique pareil d'un INTJ, il n'y a rien de nouveau. Ça paraît très caractéristique du type. Son perfectionnisme, du coup, était très très visible pour tous les types qui travaillaient avec lui. Tout devait être envisageable, tout doit être calculable pour un INTJ, tout doit être aussi réenvisageable et recalculable. Il n'y a pas de fin. Il y a toujours une idée qui vous vient avec le combo NISE, et les choses viennent assez naturellement. D'ailleurs, les ingénieurs de Nike ont été poussés dans leur retranchement et ont finalement dû concevoir un maillot où le passage de l'air au niveau des avant-bras puisse ralentir le moins possible le coureur dans la position de contre-la-montre.
On sait quand ils sont sur contre-la-montre, il y a des prolongateurs sur le vélo, et donc les avant-bras sont assez relevés, et c'est un frein au niveau du vélo. Parce que la position est totalement aéro sur le cycliste, sauf au niveau des avant-bras, où ça cause un point de frottement. Bon, il y a des vidéos sur Internet qui montrent que Lance Armstrong avait demandé à Nike à l'époque de s'occuper, de faire une matière qui puisse limiter en fait au niveau des avant-bras le ralentissement en fait. Il y a l'air qui se sépare au niveau de l'avant-bras de chaque côté. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est des points de détail, c'est pas juste des points de détail, c'est des points de détail typiques d'un INTJ ça. On n'est plus du tout dans du perfectionnisme de standard, on est dans du perfectionnisme très custom, totalement personnalisé quoi. Donc en fait, il y a eu ça au niveau de son vélo, au niveau du maillot chez Nike. Trek a d'ailleurs fait de vrais gaps en aéro à l'époque en reprenant les idées réutilisables pour le grand public sur les vélos de Lance Armstrong. Donc voilà, la grande force de l'INTJ, il faut le comprendre, c'est de toujours être capable de voir les points de levier dans un système et les points d'amélioration permanente dans le système. Et c'est aussi ce qui pose problème dans sa vie professionnelle, dans son quotidien et même dans ses relations amoureuses, c'est que l'INTJ est constamment capable de s'améliorer. Il va analyser les choses, il va laisser faire les choses, et à un moment, il va avoir une idée, il va aboutir sur cette idée, et puis quand elle sera finie, il va se rendre compte qu'il peut améliorer encore la chose, limite sans cesse, et c'est ce qui est assez compliqué à comprendre, parce que ça vient assez spontanément dans sa tête. C'est pas... quand vous avez NI qui fonctionne avec SE, vous êtes constamment obligé de vous réinventer, et vous n'êtes pas dans une stabilité comme les utilisateurs d'SI qui sont ISTJ. Donc là-dessus, on le voit très bien au niveau de quand on se renseigne sur le type. Armstrong a imposé des contraintes assez, on va dire, à l'époque, les marques qui le suivaient, qui étaient énormes, qui avaient été jamais vues à l'époque. On va suivre avec plusieurs exemples qui vont montrer le niveau de perfectionnisme qui n'avait même pas été envisagé par les marques dans la façon de préparer les produits. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut paraître bizarre, mais pour un INTJ, tout est système. On voit tout comme des systèmes, et le but est de trouver les points de levier du système afin d'exploiter les failles sans compromis. Il y a d'autres points de détail, beaucoup trop nombreux à énumérer, mais qui montrent la différence entre Armstrong, en fait, en tant qu'INTJ, et un autre coureur qui aurait été ISTJ. Je vais vous les énumérer parce que quelques-uns sont quand même assez notables pour l'époque. Son casque Giro de contre-la-montre, voilà, les casques de contre-la-montre, la plupart voient à quoi ça ressemble, c'est des casques droits, enfin, avec la position la plus droite possible sur le vélo. C'était le seul du peloton à l'époque à avoir une aéro particulièrement travaillée à l'arrêt de la sortie du casque. Ça ressemblait, son casque de contre-la-montre ressemblait beaucoup à un requin à l'arrière. Il y avait une arête, et comparé aux masques classiques, évidemment les masques de contre-la-montre sont utilisés en soufflerie, donc les fabricants comme Giro ont tous des tests qui leur permettent de voir à peu près le gain. Et dites-vous bien que même le casque d'origine qui avait nécessité de l'argent et donc sortir un produit typique pour le contre-la-montre a été retoqué par Lance Armstrong qui considérait que le casque n'était pas assez performant en termes de gain. Donc si vous regardez bien ces casques, la plupart du temps il y avait une arête que les autres concurrents qui utilisaient ce casque Giro n'avaient pas. Ça pareil, c'était sous l'impulsion d'Armstrong que voilà, quand vous êtes INTJ, vous allez prendre quelque chose de très bien pour la performance, mais en plus de ça, le combo NISE permet vraiment de trouver une touche perso et de trouver le petit truc que la personne qui a SI en face n'a peut-être pas vu en fait, parce que SI c'est utiliser la chose la plus efficace qui a été prouvée dans le passé en fait. Donc vous cherchez pas forcément à réinventer le système en entier, vous cherchez à utiliser le plus efficace en termes de coût et d'énergie, d'efficacité. Là, clairement, pour le casque, on a été sur un modèle qui était déjà pensé, où il y avait des dizaines d'argent de milliers d'euros qui avaient été consacrés et de dollars à la stratégie pour le casque, en soufflerie. Et puis Armstrong, il arrive, il dit « Ok, vous avez fait du bon taf, les gars, mais finalement, on va redessiner l'arête du casque. Et là, on va vraiment gagner en aéro. » Bon, ça, c'est quand même unique, quoi. C'est comme si vous êtes champion du monde du marathon, il y a un gars qui arrive dans le marathon, et il vient vous expliquer comment améliorer vos perfs sur des points que vous n'avez jamais vus, quoi. C'est quand même assez bizarre. Mais c'est assez conventionnel pour un INTJ. Vous avez tendance à avoir tous les points de détail qui ont été négligés par d'autres types et qui n'ont pas forcément été jugés utiles. Donc ça se voit au niveau du casque. C'est assez intéressant, mais c'est très caractéristique du comportement de l'INTJ. Tout doit être amélioré, car tout est améliorable et il ne se contente pas du très bien, il se contente d'améliorer sans cesse ce qui est possible. Là où il le voit, hein, il y a des moments où l'INTJ ne pourra plus améliorer le système, mais il y a toujours une marge de manœuvre. C'est là qu'on repère généralement l'extrême innovation qui est caractéristique des INTJ, qui sont donc beaucoup plus innovateurs avec NI, c'est ce qui donne l'innovation chez eux, en ce sens que les ISTJ beaucoup plus conservateurs avec SI, pour le coup, qui est plus le conservatisme, leur manière d'optimiser.
Finalement, chaque partenaire d'Armstrong a été soumis à la même règle, optimiser ses produits tels que Lenz les avait pensés. C'est un point important à noter, car en tant qu'INTJ, il vous arrive souvent un moment de concevoir des choses que les autres n'ont jamais pensé, bien qu'ils aient travaillé 20 ans, 30 ans sur le sujet. Vous arrivez sur le sujet, vous avez des idées qui sortent de nulle part. Ça ressemble beaucoup à l'ENTP, sauf que c'est différent de l'ENTP. L'ENTP ne conçoit pas une innovation dans un système global, avec tout le service après-vente derrière et tout ce qu'elle implique. L'INTJ se projetant très loin par rapport aux autres types, il va être capable, en plus d'innover, de voir tous les problèmes avant même qu'ils arrivent, et donc de sortir le produit en n'ayant quasiment pas de problème tout court. Là où le NTP va améliorer le produit en fonction des problèmes. Il ne va pas se concentrer sur les problèmes, il va se concentrer sur l'innovation, le côté extrêmement innovateur et technique, mais après il y aura forcément des choses qui n'auront pas été intégrées de manière globale chez un ENTP. Et c'est pour ça qu'ils vont améliorer le produit plusieurs fois d'affilée, là où l'INTJ va chercher d'une pierre deux coups, sortir le bon produit où dès le début il va dire voilà, il n'y a quasiment pas de défaut. Quoi qu'on ait pensé, tout ça j'y ai pensé déjà avant. De manière globale, donc il n'y a pas de défaut. Donc ça, c'est assez caractéristique chez Armstrong. Quand vous avez en fait le combo NI qui fonctionne avec SE en inférieur, ça vous impose sans cesse de sortir de nouvelles idées avec NI, parce que c'est nourri qui les idées, et de les concrétiser dans SE. Parce qu'à terme, on cherche toujours à intégrer sa fonction dominante dans sa fonction inférieure. C'est ce qu'on dit sur chaque type dans le MBTI, et c'est assez vrai. Mais c'est une vraie différence du coup qu'on trouve avec le type ISTJ qui a un combo SI-NE, donc très différent. C'est pas NISE, c'est SI-NE chez lui. Au début, l'INTJ ressemble à un ISTJ dans sa manière d'être, car il est extrêmement structuré et efficace. Mais seulement au début, car une fois que l'INTJ a suffisamment étudié le sujet et nourri son NI, il va constamment obliger l'INTJ et NI à repenser sans cesse pour faire du sur-mesure. Et c'est vraiment NI qui impose le sur-mesure à l'INTJ. Ce qui lui impose en plus du sur-mesure de sans cesse améliorer ce qu'il a fait, ça va être SE après. S'il peut l'améliorer, il est obligé, et puis vous verrez avec des INTJ que quand ils voient qu'ils ont moyen d'améliorer mais qu'ils peuvent ne rien faire, à un moment ils vont améliorer parce que de rien faire ça les rend malades. Ils voient l'amélioration et ils se disent putain on gagne vraiment et je peux pas rien faire. Il faut avoir SI pour voir l'amélioration et se dire ok le gain est marginal, je vais pas le faire. Avec SE vous êtes obligé de le faire parce que ça marche comme ça. Donc ça vous empêche en fait de faire une chose juste très efficace, même si elle est très efficace, mais vous voyez encore un point d'amélioration, vous allez l'étudier et vous allez l'optimiser. Donc voilà, on ne se contente pas d'à peu près quand on est INTJ, quand vous avez une idée en tête, si ça peut améliorer, vous le faites. C'est aussi dans ce sens que Armstrong était tactiquement au-dessus des concurrents à l'époque. En raison d'Annie en fait, c'est clairement ça qui a expliqué il y a eu plein de choses qui ont été mises en place par lui qui n'avaient pas été faites avant, c'est parce que c'est Annie et Annie ne repose pas sur SI. Qui SI se base sur des choses qui ont été établies depuis des années, qui marchent, qui sont terriblement efficaces. Mais il n'y a pas de risque avec SI. Le risque est quasi nul quand vous avez SI en dominante. Et vous cherchez d'ailleurs avec une inférieure qui s'appelle NE, quand vous avez SI en dom, à justement éliminer au maximum l'instabilité qui est NE pour vous. Donc voilà. C'est pour ça qu'il était un cran au-dessus de ses concurrents, parce que de toute façon, il ne luttait pas à armes égales. NI, ça ne permet pas à l'INTJ d'être très efficace comme un ISTJ, mais ça lui permet surtout d'être un innovateur grâce à NI, et particulièrement efficace dans sa stratégie avec TE après, et ensuite l'optimisation matérielle qui est SE. Voilà en fait ce que permet NI, TE, SE chez les NTJ. Maintenant, on va passer à la partie deuxième fonction de Armstrong, TE, qui est la fonction visible comme l'ISTJ. Voilà, on a bien dit qu'on remarquait bien qu'Armstrong était un utilisateur d'NITE et non SITE. Ça se voit dans son objectif unique, son optimisation sans cesse quasi obsessionnelle sur un événement particulier le plus important. Comme on a dit là juste à l'instant avec son combo SI et TE, mais couplé avec NE en inférieur, l'ISTJ n'aime pas vraiment les changements et il va essayer de tout faire pour éviter d'être trop dans des changements impulsifs. L'ISTJ, voilà, il faut qu'il fasse ce qui a marché, ce qui a été prouvé. Sinon, il ne connaît pas. Une innovation totalement qui casse la baraque par un ENTP très innovatrice, l'ISTJ va bloquer parce que SI n'aura pas intégré ses données. Voilà. Ça explique aussi, rien à voir, mais pourquoi pour le Covid, beaucoup de scientifiques ont dit n'importe quoi sur les plateaux pendant un an, parce que beaucoup avaient SI. Donc avec SI, vous avez une chose nouvelle qui arrive, votre SI n'a pas intégré encore la chose nouvelle. Il a des tonnes de statistiques à vous donner, mais sur des choses qui ne sont pas le Covid, ou qui ne fonctionnent pas du tout comme le Covid, donc du coup, vous ne pourrez pas les transposer. Donc c'est aussi un des défauts, il y a des défauts pour chaque fonction, et quand on a SI, c'est la limite, elle est là. Ça marche sur vraiment ce qui a été prouvé de manière passée. Réutiliser, réexploiter, voilà.
tout ce qui est nouveau, ça demande du temps. Donc voilà. Après, au niveau de l'STJ, voilà, il aurait mis en place un plan de dopage efficace, quoi, mais après, il n'aurait pas amélioré sans cesse le plan, quoi. Ça n'aurait pas été important. Alors que l'ISTJ, il serait focalisé sur un dopage qui existait déjà, en fait. Niveau dopage, l'INTJ a tout fait custom. Armstrong, en tant qu'INTJ, a tout fait custom. Voilà, donc ça, c'est une vraie différence. Au niveau de TE, on le voit aussi au niveau du regard de Armstrong, parce qu'ANI-TE, ça donne un Dester, donc un regard de la mort, pareil fort ou lorsque vous êtes concentré, qui fait assez flipper. Donc chez Armstrong, c'est assez visible, c'était le seul coureur cycliste où, dans un effort violent, vous voyez des yeux comme vous en voyez rarement dans le peloton. C'est l'INTJ quand il est en plein effort, totalement déconnecté au niveau des yeux. Il y a vraiment des yeux qui peuvent faire flipper. Ça, c'est assez caractéristique. Autrement, au niveau de TE, les autres caractéristiques qu'on voit chez Armstrong, TE, ça recherche l'efficacité, et l'INTJ déteste perdre son énergie. Et vraiment, le but pour un INTJ, c'est de faire un combo unique. Combo parfait où vous n'avez pas d'une pierre deux coups, en fait. Cherchez pas à faire deux coups. Vous essayez toujours de tout faire en combo unique. Donc voilà. Les différences, du coup, avec le TE de l'INTJ et d'autres types qui lui ressemblent, comme on l'a dit précédemment, le NTP, elles sont assez simples. À la différence de l'ENTP qui produit toujours un prototype susceptible d'amélioration, et c'est vraiment une des caractéristiques de l'ENTP, c'est le prototypage. La combinaison d'ANI avec SE oblige l'INTJ à accoucher du produit fini quasi parfait. Donc finalement, à la différence d'NE pour l'INTP qui lui impose de mettre en œuvre toutes les idées créatives qu'il a via son NE, peu importe en fait pour l'INTP que la première mouture de la version ne soit pas parfaite. Le but est d'accoucher le plus rapidement possible son NE, donc son idée, innovation. Et après, il l'améliore avec son TI. C'est comme ça qu'il marche. Armstrong, en fait, c'est du coup un parfait exemple d'INTJ qui maîtrise ANI pour l'intégrer avec son TE pour parvenir à ses fins, comme les INTJ savent faire très bien. Tout seul, donc c'est hyper intéressant. Ça nous prouve aussi que le TE qu'il a, avant, il a un NI et non pas un SI. Vous allez voir. Juste à l'aide de sa réflexion, il s'en analyse, le gars, quand même, tout seul. Et en analysant le système du dopage, comment ça se passait dans le vélo, ce qu'il pouvait utiliser, comment ne pas se faire prendre et tout ça. Selon l'agence de dopage américaine, il a mis en place tout seul le système de dopage le plus sophistiqué jamais mis en œuvre dans le sport, selon cette agence américaine. Il avait tout calculé, même les variables que les autres n'avaient su anticiper, en tout cas à l'époque. Donc ça, c'est vraiment caractéristique d'ANI SE. Il y avait plein de choses, je ne vais pas tout vous raconter sur son plan, mais le plan était extrêmement ficelé. Il y avait un motard qui lui fournissait ses produits sur le tour. On n'avait jamais vu ça, donc il y avait un mec qui les suivait sur les étapes et qui était capable de leur donner les doses de ce dont ils avaient besoin, discrètement comme ça, où ils se trouvaient à la terrasse d'un café, le mec les suivait sur les étapes. Il était constamment au courant de ce que ses concurrents prenaient en termes de produits, ainsi que des pratiques antidopage, comment les contourner, les nouveaux systèmes de détection. On a un exemple d'un ancien vainqueur du Tour de France qui s'appelle Delgado, qui a affirmé au sujet d'Armstrong « Même si les gens disent que le dopage vous donne des ailes, ça aide juste un peu. Il n'aurait pas gagné 7 Tours de France, mais il aurait pu en gagner 5 s'il avait été propre. Pour moi, tout simplement, il était le meilleur de son époque. Il avait un énorme mental. C'était son moteur. D'ailleurs, c'est vraiment le point fort de l'INTJ, c'est son mental. D'un point de vue physique, peut-être que Jan Ullrich, qui était son principal rival, était plus fort, mais son intelligence et sa précision à Armstrong dans la préparation étaient primordiales pour lui permettre de gagner les 7 tours d'affilée avec une course aussi importante que le Tour de France. Donc voilà, je rappellerai aussi que dans le Tour, de toute façon, tout le monde prend des produits. Personne ne fait le Tour de France sans produits. Ils prennent des corticoïdes pour justement la douleur, parce qu'il y a aussi beaucoup de douleur avec les efforts qu'ils font sur leur vélo toute la journée. Donc au final, comme disaient les autres coureurs à l'époque, c'est pas qu'il se dopait plus que les autres, il n'a pas utilisé d'autres produits, c'est que sa préparation était d'un niveau chirurgical que personne n'avait utilisé en termes d'optimisation. Donc on va dire à produit égal, il avait une préparation qui était beaucoup plus poussée. Et en plus de ça, on avait à faire face à un INTJ donc qui était capable constamment de raméliorer son plan et de l'adapter par rapport au dopage qu'il souhaitait et comment optimiser la course. Parce que tout n'était pas que dopage. On l'a vu au niveau de son équipement. Tout était optimisé par rapport à la course et tout se résumait pas au dopage. La preuve, c'est qu'il a pris des produits qui à l'époque étaient pris par ses concurrents, mais c'est le combo de tout ce qu'il a utilisé pour se doper qui lui a permis après d'être d'un niveau au-dessus. Il y a aussi le mental sûrement, que beaucoup de coureurs disent qu'il avait un mental qui lui permettait de repousser ses limites physiques aussi. C'est assez caractéristique des INTJ, qui aiment souvent les sports individuels où ils peuvent se dépasser.
Donc voilà, ce qui est assez simple à voir chez Armstrong au niveau de son TE, c'est qu'il se sert de son TE très affûté pour atteindre la vision de son NI. Il peut ressembler à un ENTJ car il apparaît très confiant, dictateur, brutal et efficace dans la poursuite de ses objectifs. Il a souvent d'ailleurs été critiqué dans le tour pour sa position de dictateur, de patron. Pourtant, il est bien INTJ jusque dans les moindres détails. Si vous regardez ses interviews quand il était sur les podiums, il est extrêmement calme, très timide, introverti à fond. Il répondait en scannant ses yeux avant de répondre, typique des introvertis qui, avant de répondre, vous pouvez les voir se plonger dans leurs pensées. Ils n'ont pas tendance à répondre du tac au tac aux questions. La manière dont il regarde avec ses yeux pour accéder à NI diffère fortement de l'ISTJ ou de l'ENTJ. On voit vraiment que c'est un INTJ quand vous le voyez répondre à une interview. Les INTJ ont tendance à dériver avec leurs yeux quand ils sondent leur cerveau et NI pour répondre à une question, et c'est très visible chez Armstrong quand vous voyez ses interviews après l'arrivée. Pareil, c'est quelqu'un qui était assez sobre finalement après l'arrivée. Il avait beau être extrêmement démonstratif en course et plutôt pas timide. Dès qu'il arrivait, c'est quelqu'un qui pendant longtemps n'a pas donné d'interview et qui rentrait se préparer tout seul, se concentrer après la course, ne pas être en contact avec les médias. C'était exceptionnel qu'il passe sur le plateau à l'époque de Gérard Rolls à la fin de chaque étape, contrairement à beaucoup de coureurs, pour s'expliquer, parce que c'est quelqu'un qui préférait se reposer dès la fin de la course. Et donc tout optimiser le schéma de récupération après chaque course, bam, tout était optimisé pour pas perdre de temps en fait. Donc c'est vrai que ça ressemble à un ENTJ et pourtant c'est bien INTJ, hein, quand on regarde, on ne peut pas se tromper. Au niveau de sa troisième fonction chez Armstrong, alors c'est FI. FI, c'est une fonction qui recherche vraiment l'authenticité dans le comportement avec les gens. C'est une fonction qui se connecte aux gens. Vraiment, vous cherchez les choses fortes avec FI et les choses originales. Bon, Armstrong a toujours été très fidèle vis-à-vis de ses amis. J'en veux pour preuve son fidèle lieutenant à l'époque, Georgine Capi, qu'il a eu comme équipier pendant des années et qu'il connaissait depuis très longtemps. Il est toujours en contact avec lui. Il fait à l'heure actuelle toujours des interviews sur les courses du Tour, un peu dans le monde avec lui-même. Hein. D'ailleurs, Georgine Capi et lui-même, ils ont une chaîne YouTube où ils commentent les tours d'aujourd'hui. Hein. Johan Brunel, le directeur sportif, qui était aussi l'artisan de ces 7 Tours de France, qui était extrêmement précautionneux dans la préparation de ses équipes et qui a été un fidèle ami de Lens, toujours à l'heure actuelle, même s'il a été banni pour dopage comme Lance Armstrong des courses. Ça a vraiment été une équipe où, avec des valeurs communes, l'amitié, et donc qui a permis de monter ce plan-là aussi à plusieurs et de ne pas être seul. Comme beaucoup d'INTJ, il a des valeurs fortes du coup, mais il les montre surtout son FI à ses amis proches et sa famille, et c'est ce qui fait que les gens le trouvent un peu froid et ENTJ en fait. Mais on peut facilement observer son regard se remplir de joie lorsqu'il s'entraînait sur une traîneur en se préparant pour les contre-la-montre avec ses enfants à côté. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube. On voit très bien que c'est plus du tout la tête de Lance Armstrong qui vous place une attaque dans le tour. On sent le côté extrêmement sensible à l'enfant qui est à côté et au père en tant que père, quoi. On n'est plus du tout dans l'INTJ froid et extrêmement détaché émotionnellement. Donc ça, par contre, c'est plus dans l'intimité qu'on le voit chez les INTJ. C'est son FI qui s'exprime à travers son usage dans ces moments-là. Tout ce qui est famille, bon, ça c'est assez classique. La plupart du temps, l'INTJ, vous voyez TE et pas FI. S'agissant de sa quatrième fonction, SE, donc c'est son inférieur. Comme tous les types inférieurs, chaque type a une situation assez compliquée en rapport avec son inférieur, c'est comme ça. Armstrong peut être assez vulgaire et direct. C'est ce qui vous fait montrer direct que SE, on est plutôt en inférieur chez lui. Les gens qui ont SE en inf aiment être vulgaires et direct. Voilà, c'est... même les gens qui sont SE d'homme, généralement, peuvent dire au SE inf qu'ils sont vulgaires, il est trop vulgaire. Mais par moment seulement, parce que c'est vrai que l'SE d'homme peut être très vulgaire aussi, mais c'est très différent. Si vous regardez ses interviews, Lance Armstrong, il jure souvent dans ses interviews. Sous l'impulsion d'SE, il est très spontané dans ses attaques en course. On le voit très bien. Il y a une stratégie, mais qui n'est pas programmée à l'avance, qui est tout le temps évaluée en temps réel. Voilà, c'est du streaming, sa stratégie. Il a un plan, mais qui va améliorer dans la course par rapport aux conditions de course, que s'il voit que c'est mieux de le placer l'attaque plus tard. Il va pas faire le plan parce que c'est le plan, il va l'améliorer, il aura une idée, et puis il va améliorer l'idée pendant la course. C'est typique d'Annie SE. Quitte justement à lancer l'attaque au meilleur moment, réadapter constamment ses plans pour atteindre d'une pierre deux coups l'objectif de début de course qui était planifié. SE lui a permis en fait de constamment améliorer tous les points qu'il le pouvait, constamment, au fur et à mesure de ces 7 Tours de France. Il y a toujours eu une manière d'améliorer ce qui pouvait être un terme de gain au niveau de la course.
même des petits gains. À la différence vraiment d'SI, qui donne un résultat efficace mais stable et qui fuit la réévaluation permanente du plan, le changement, l'imprévu, étant donné que l'imprévu, le changement, c'est NE, l'inférieur de l'ISTJ. SE oblige toujours l'INTJ à revoir ses plans, améliorer, intégrer de nouvelles variables via son inférieur SE et les restructurer ensuite dans son plan modifié via TE. Donc voilà, Armstrong il illustre tous ces paradoxes, donc assez difficile à saisir chez l'INTJ, très introverti, calme quand il collecte ses données patiemment avec Annie. Lorsqu'il passe à l'action avec son combo TESE, il apparaît comme extrêmement confiant, efficace, obstiné, même hyperactif. Il passe de super calme à extrêmement extraverti et impulsif. Voilà, c'est un des critères aussi de l'INTJ quand il passe sur ses fonctions extraverties. C'est quelque chose qui permet de le reconnaître. Maintenant, après avoir dressé le portrait très en détail d'Armstrong et de son rapport avec l'INTJ et ses fonctions, je vous propose de voir l'action type de Lance Armstrong. Alors, sans vouloir faire 30 minutes sur ça, parce qu'on a déjà pas mal entamé le temps. L'action type, c'est en fait quelque chose qui a été découvert. C'est 2 entraîneurs de haut niveau qui se sont rendus compte que chaque sportif réagissait un peu différemment en termes de conseils. Donc ils se sont dit, il y a sûrement quelque chose qui doit être différent chez les gens en fonction de leur comportement moteur. Et ils se sont rendus compte, ils connaissaient bien Jung et le MBTI, qu'en fait, en fonction des profils MBTI, le système moteur était différent. Ce qui n'est pas finalement surprenant, ça paraît fou, mais c'est le cerveau qui coordonne tous les gestes et tous les mouvements. Donc à partir du moment où vous avez un cerveau d'F1, vous n'avez pas un corps qui va tourner de la même manière qu'un cerveau de Clio. Ça paraît logique. Si vous avez le cerveau d'une Clio dans votre tête, ça va être plus basique, la manière dont votre corps va fonctionner. Donc, la façon dont vous êtes connecté cérébralement aussi va être plus basique et des fois plus complexe chez certains individus, et donc elle va expliquer un système moteur qui est très différent. Vous allez voir, pour Lance Armstrong, au-delà du fait qu'avec ses fonctions, on voit que c'est un INTJ typique, il est très intéressant de l'examiner par le corps, parce que c'est un sportif et que du coup, on voit que l'action type est vraiment dans le terrain une réalité qu'on peut observer. Donc je vais vous en parler parce que je trouve ça assez intéressant, en tout cas sur le type INTJ, l'action type est assez intéressant à examiner et à disséquer. Donc Armstrong, le fameux style qu'il a, qui est très caractéristique du style Armstrong, entre guillemets, c'est justement le profil moteur lié à l'INTJ qui est appelé d'ailleurs dans la table action type le C4 INTJ. C'est le profil neurotypique C4. C'est un système de codage dans l'action type. Alors, à l'instar de ses collègues NT du MBTI, l'INTJ C4 a un profil de motricité qu'on appelle d'adaptation conceptuelle, plus précisément d'adaptation stratégique. Voilà, les NT cherchant souvent la stratégie, ce ne sont pas des types qui réagissent au quart de tour sans réfléchir, puisque leur cerveau a tendance à beaucoup réfléchir. Donc même dans le sport, c'est quelque chose instinctif qui va utiliser vos ressources les plus profondes. Alors, au niveau de l'INTJ, pour vous dire au niveau du C4 INTJ, le comportement, donc les caractéristiques de base, pour marcher, c'est donc un profil qui restitue l'énergie grâce à un rebond à dominante pilométrique. C'est un profil qui est aérien, et on le voit beaucoup avec Armstrong qui était quasiment tout le temps en danseuse, qu'il soit en attaque ou que le rythme soit élevé en course. Il a besoin d'être en mouvement pour s'adapter, et ce point est vraiment très visible chez Armstrong, lors même de ses attaques, et qu'il exploite pleinement sa puissance. Il est rarement sur la selle, tout le temps debout. Donc c'est aussi pour ça que je pense, on a eu peu de coureurs qui couraient comme Armstrong, parce que ça se trouve, c'est le seul coureur qu'on a eu de haut niveau qui était INTJ dans le peloton, et ça explique pourquoi on avait un style qui était très à part par rapport aux autres coureurs du peloton quand ils attaquent. S'il n'y avait pas d'INTJ, il y avait forcément une motricité qui était très différente dans le style, sachant que l'INTJ a une motricité qui est très particulière en plus. Donc en fait, par rapport à ça, le bassin et les épaules sont solidaires chez l'INTJ. L'organisation est frontale. Il bouge avec le buste et les épaules en même temps, contrairement à d'autres types. Le profil INTJ, comme les autres NT du MBTI, il est dit associé. C'est un profil dont le chemin cérébral dominant va relier les 2 hémisphères du cerveau de devant, donc la zone T, thinking à gauche, et le siège de l'intuition qui se trouve plutôt à droite dans le cerveau. Donc c'est pour ça qu'on parle de motricité associée dans l'action type. Et ça donne donc un corps qui est mobile au niveau de la chaîne des épaules et le bassin. Voilà. Il y a aussi d'autres types qu'on appelle dissociés dans l'action type, et donc aussi dans le MBTI, et c'est les autres types qui arrivent à bouger les épaules en dissociant le bassin. Voilà. C'est d'autres types dans la classification MBTI, mais pas les NT. Donc, le résultat sur la motricité du corps, c'est une association donc des chaînes musculaires du buste. Les profils associés pivotent au niveau de la lombaire L5, tandis que les profils qui sont dissociés ne pivotent pas au niveau de L5.
Cet aspect est observable chez Armstrong, d'où son style très mécanique, voire robotique. Vous me voyez venir dans le geste, il vient de là. D'ailleurs, ça fait aussi écho à son deuxième surnom qui est Robocop, parce que lorsqu'on compare son style à d'autres spécialistes du contre-la-montre, comme Jan Ullrich, Abraham Olano lors du Tour 99, on remarque que quand il passe Abraham Olano dans le Tour 99, dans une épreuve de contre-la-montre de prologue, il me semble, et Ullrich, ils sont quasi droits sur leur vélo, tout en tirant une pleine puissance et en roulant extrêmement rapidement. On voit Armstrong qu'il est double et qu'il y a un balancier quand il est double. Tout simplement parce que Armstrong, en étant assis sur son vélo de contre-la-montre, c'est pas là qu'il tire la pleine puissance, c'est en étant aérien, comme tous les profils NTJ. Donc il y a ce petit balancement au niveau des épaules, parce que c'est aussi par la marche par l'avant chez les intuitifs, elle se fait au niveau des épaules. Donc c'est aussi ça qui permet d'équilibrer Armstrong sur son vélo, et qui fait qu'il n'est jamais vraiment droit quand vous regardez sa ligne droite en contre-la-montre. C'est-à-dire que tous les autres types arrivent à être très droits au niveau du vélo, et lui non, parce que c'est sa dynamique de motrice. Donc on le voit bien, hein, quand il double Olano, il est quasiment plat sur son vélo, il bouge même pas au niveau des cuisses. Et chez Armstrong, non, parce que s'il tire pleine puissance de son énergie, il va avoir tendance à avoir un mouvement de balancier. Voilà. Parce qu'il a besoin d'être un minimum aérien. Et comme là, il est assis sur son vélo en contre-la-montre, il a besoin de bouger un peu, ce qui n'est pas le cas des autres. Quand un autre type, notamment, je pense, pour Jan Ullrich, ça devait être un type SP, de ce que j'ai compris, sûrement ISFP. Et ça explique pourquoi aussi quelqu'un comme Jan Ullrich ne s'est quasiment jamais mis en danseuse, même dans les pentes les plus pentues en termes de dénivelé du Tour de France, il n'était jamais en danseuse, ce qui impressionnait tout le monde. Oui, mais parce qu'un type comme Jan Ullrich, il est ISFP, donc je ne sais plus quelle classification dans l'action type, ça correspond à plus de volume, plus de puissance au niveau des jambes. Là où chez l'INTJ, il a besoin de bouger et d'être aérien pour tirer de la puissance. C'est pas forcément ses cuisses qui vont donner le plus de puissance. C'est le mouvement global du corps. Parce qu'il est associé comme profil. C'est ça qui l'explique. Donc ça s'explique aussi pourquoi il y a des coureurs qui étaient jamais en danseuse et d'autres qui étaient tout le temps en danseuse, et bien que les côtes étaient impressionnantes à monter. C'est pas que le gars se faisait chier et qu'il avait pas envie de se mettre en danseuse, c'est que de toute façon il arrivait à rouler à la même vitesse que les autres sans danseuse. Donc ça se voit notamment au niveau de Jan Ullrich, qui a même fait le prologue de l'Alpe d'Huez quand ça a été un contre-la-montre, juste les virages de l'Alpe d'Huez. C'est le seul qui a fait le contre-la-montre avec les mains vers le bas, sans être en danseuse, Jan Ullrich. Pourquoi les gens se disent qu'il est fou? Non, c'est qu'il arrivait à rouler à la même vitesse que les autres, mais qu'en étant un profil qui n'était pas associé, et sûrement a priori ISFP de type MBTI, il avait donc du coup plus de puissance en restant sur ses jambes, assis que debout. Voilà. Donc ça, c'est un point intéressant. On voit bien du coup Armstrong, quand il est même en contre-la-montre, la marche par le haut, donc typique des intuitifs, qui implique les épaules et le bassin pour balancer les jambes. C'est les épaules qui lancent le mouvement quand on marche, quand on est un type de type N. Donc chez Armstrong, ça se voit même quand il est assis, parce qu'on a les épaules qui bougent pas mal. Alors la motricité du geste chez Armstrong, comme tous les INTJ, nous apprend l'action type, le C4 INTJ, implique une tendance au contrôle du geste, un besoin de rester vertical pour la tête et le torse, et une prise d'information visuelle sur la droite, afin que l'information puisse d'abord être perçue par l'hémisphère gauche, qui est justement dominant chez l'INTJ, comme tous les types, avec la lettre J dans le MBTI. Ça, c'est vraiment une caractéristique de l'action type. Les types jugement, donc J, ont une dominance hémisphère gauche, d'où les déplacements en fait contrôlés chez Armstrong, type marche robot, quand il attaque, très efficace mais très robotique, à la différence des types P, qui ont une dominance hémisphère droit et donc une marche plus fluide, plus nonchalante en raison de leur tendance à la spontanéité dans le geste et moins dans le contrôle. Voilà. À ce sujet, il y a un fameux exemple qui permet d'observer la prise d'information d'Armstrong avec son œil droit afin que l'information puisse d'abord être perçue donc par l'hémisphère gauche. C'est l'attaque dans l'Alpe d'Huez en 2001 après le regard appuyé sur Ullrich. Dans la vidéo au ralenti, on observe bien qu'Armstrong se retourne et voit Ullrich de son œil gauche en premier. Pourtant, il continue de tourner la tête pour verrouiller et positionner son œil droit en face d'Ullrich et ensuite lancer son attaque. Donc finalement, si vous regardez ce regard où il se retourne, ça dure 4-5 secondes, mais les 3-4 premières secondes, il est sur son œil gauche, et ça explique pourquoi Armstrong ne part pas et ne lance pas l'attaque. Dès qu'il verrouille l'œil droit, tout de suite, il lance l'attaque. Donc voilà, même ça l'explique, c'est dingue, mais quand vous regardez la scène, vous comprenez très bien qu'il attend l'œil droit en fait, et que ça explique pourquoi, on le sait avec son action type, s'il est un type J, c'est l'œil droit qui verrouille, c'est pas le gauche. Donc voilà, spontanément, il va verrouiller sur son droit et pas le gauche. Et dans l'attaque de l'Alpe d'Huez de 2001, avec un Ullrich où il le laisse sur place, c'est très visible. Il y a aussi une autre chose
sur Lance Armstrong, au niveau de la vision du profil C4 INTJ, c'est qu'il a un regard très perçant. Comme tous les types STNT, il y a une prise d'informations visuelles détaillée et un besoin de voir clairement. Voilà. Nul besoin de préciser que c'est une dessinature d'Armstrong, parce que son fameux regard, le Dester de l'INTJ, c'est aussi ça, qui était une de ses caractéristiques dans l'effort. Donc voilà, c'était assez long. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, d'exploiter tout ce qu'on pouvait exploiter justement dans les fonctions, le rapport avec Armstrong, ce qui permet de distinguer l'INTJ, plutôt la différence avec des ENTP où il y a des similitudes chez les INTJ. Et on le voit même chez un sportif comme Armstrong au final. Et aussi les différences avec les STJ, évidemment, tout en essayant au début de ce podcast de vous retracer de manière plus générale l'INTJ, quel est son type, comment on peut le reconnaître. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça n'a pas été trop rapide non plus, mais le but n'était pas de faire un podcast de 2 heures, parce que je sais que les gens décrochent, mais là en 50 minutes, j'ai quand même brossé l'essentiel de tout ce qu'on pouvait dire à fond. Donc voilà, là vous avez pas mal d'informations sur l'INTJ, les traits caractéristiques, au niveau de l'action type, le comportement, la motricité, au niveau de la façon de penser. Donc j'espère que ça vous aura plu. Le prochain podcast normalement sera sur Didier Raoult, connu malheureusement depuis j'aurais préféré être connu différemment, mais par rapport à l'épidémie de Covid, puisqu'il a été connu mondialement. Donc le prochain podcast sera consacré à Didier Raoult sur l'INTP. Il sera sûrement moins long parce que l'INTP, voilà, en termes d'action type, bon, on n'a pas vu beaucoup marcher Raoult, donc ça va être compliqué de le typer en action type. Et donc le typage sera peut-être plus synthétique sur les points clés vraiment de l'INTP qui sont typiques chez lui, et peut-être moins dans le détail. Je dois avouer aussi que j'ai pu plus approfondir les points sur Armstrong et INTJ, parce qu'étant moi-même INTJ, ça permet aussi de plus cerner des points de détail que d'autres types n'ont pas forcément vu sur le type, mais que moi je connais parce que ça fait 35 ans que je le vis au quotidien, et donc je sais pourquoi il a tel type ce que ça implique chez lui, en plus de ce qu'on sait de l'INTJ, bien sûr, mais il y a des choses où quand vous êtes commun à tel type, vous allez être capable de voir beaucoup plus de points de détail qui vous correspondent à ce type, que si vous ne le connaissez pas et que du coup vous n'avez que quelques amis. Donc ça explique pourquoi le podcast a été assez long, mais parce que l'idée aussi pour moi, c'était vous brosser l'INTJ vraiment avec une manière d'expliquer très différente des autres vidéos que vous verrez sur Internet, et qui vous permettra surtout de peut-être mieux comprendre et moins mystifier l'ISTJ avec d'autres types. L'INTJ, voilà, c'est malheureusement un des types les plus mystifiés sur Internet, et je comprends moi en tant qu'INTJ pourquoi on est souvent mystifié, mais là l'objet aussi de la vidéo était de vous expliquer pourquoi finalement un INTJ, il y a des choses qui permettent vraiment de nous distinguer des autres types et qui sont assez visibles en fait si vous les cernez bien, mais c'est sûr qu'à chaque fois que les gens vous parlent d'INTJ, s'ils ne sont pas INTJ eux-mêmes et qui ne connaissent pas les fonctions dans un bon approfondissement, c'est compliqué pour eux de vous donner toutes les clés de ce qu'ils connaissent et qui est évident pour eux mais qu'ils ont du mal à expliquer. Voilà, j'espère que le podcast vous aura plu. Le prochain, normalement, si je ne change pas d'idée d'ici là, ça devrait être Didier Raoult. Donc INTP, je spoil déjà, mais bien qu'on ait vu INTP sur beaucoup de vidéos, clairement INTP, et puis du coup je vous expliquerai que c'est 4 fonctions, pourquoi il y a INTP, et je ferai une analogie intéressante avec l'INTJ. Salut à tous, on se retrouve